Et salut la team, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Challenger Prépa. Aujourd'hui on fait un sujet de l'X qui est accessible dès la sup. C'est parti. Alors le sujet le voilà, c'est un sujet sur les suites récurrentes, donc effectivement c'est quelque chose qu'on voit dès la sup. Maintenant on va voir que quand même il n'est pas aussi évident que ça. Alors, pour commencer, comme on a un sujet sur les suites récurrentes, la première chose à faire, c'est évidemment d'étudier la suite, notamment la fonction qui lui est associée. Donc, soit f de x, soit f la fonction qui a x associé f de x défini comme, évidemment la suite que vous avez vue, x carré moins 2. Et la question, c'est de connaître, évidemment, dans un premier temps, les sous-espaces stables par cette fonction f. Donc, ce qui va nous permettre d'étudier notamment la suite récurrente. Donc en fait, ça c'est un truc qui est très classique. Donc je ne vais pas revenir dessus sur l'étude des suites récurrentes. Par contre, je vais brièvement justifier quel est le sous-espace stable. Donc première chose, ce qu'on voit c'est que f de x, on fait l'étude du point fixe. Donc f de x égale x, et on voit que ça, en fait, ça a deux solutions pour x égale 2 et x égale moins 1. Ok? Donc jusqu'ici, c'est facile. Si on fait une petite étude de fonction, on va voir que f est croissante uniquement sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ok? Donc maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est que si j'ai f de 0, je vois que j'ai moins 2. Et comme, pardon, et comme x égale 2 est un point fixe, si je regarde f de 2, je vais voir que c'est égal à 2. Ok? Donc ça, comme f est croissante, ça veut dire que pour tout x appartenant à 0, 2, donc f de 0 est plus petit que f de x qui est plus petit que f de 2. Et donc f de 0 ça vaut moins 2, qui est plus petit que f de x, qui est plus petit que le f de 2 qui vaut 2. Ok? Donc là, ça nous dit pas. Ça veut dire que pour tout x dans 0,2, f de x appartient à moins 2, moins 2. Donc c'est pas du tout un espace stable. Par contre, en étant un peu astucieux, ce qu'on voit, c'est que f est pair. Ok? Donc si f est pair, autrement dit, pour tout x de R, f de x égale moins x, égale, pardon, f de moins x. Et donc ça veut dire que pour tout x appartenant à 0, moins 2, pardon, 0, parce que f est pair, moins 2 est plus petit que f de x, qui est plus petit que f de 2, qui est plus petit que 2, pardon. Et donc, en réunissant les deux ensemble, on va voir que pour tout x appartenant à moins 2,2, moins 2 est plus petit que f de x, qui est plus petit que 2. Donc directement, là, on voit que l'intervalle, qui est même un segment moins 2, 2, est stable par f. Donc, i égale moins 2, 2 est stable par f. Ok. Et on peut se convaincre que c'est le seul, juste en faisant l'étude de la suite récurrente. Okay. Bon, maintenant on va passer vraiment au cœur du sujet, c'est-à-dire le sujet, il se propose de trouver les conditions initiales sur l'ensemble J2 qui était présenté dans l'énoncé, pour lequel l'ensemble de Julia est défini. Ok? Donc là, on a remarqué que A, il est vu pour A dans C. Donc la question qu'on va se poser, c'est, commençons déjà par, qu'est-ce qui se passe quand A vaut R? Donc, première étape, si A est dans R, donc ne vaut pas R, mais est dans R. Alors, déjà, on peut faire des disjonctions de cas. Première chose, si A appartient à moins 2, 2, ça veut dire que il existe... ça veut dire que... Ah oui, parce que là, il y a une indication que j'ai pas encore utilisée dans l'énoncé, qui est que on regarde pour A égale cos de θ. Ok? Donc, prenons A égale cos de θ. J'ai bien le droit de l'écrire parce que, comme cos est surjectif de R dans moins 1, 1, il existe θ dans R, tel que, pour tout A, alors avec un 2 ici, pour tout A appartenant à moins 2, 2, A égale 2 cos θ. Ceci vient de la surjectivité du cosinus. Okay, donc j'ai le droit de l'écrire. Et ça, c'est très important. Donc, si j'écris A égale 2 cos θ, on va commencer par, pour voir si c'est stable, on va juste commencer par regarder les premiers termes. Donc, U de U1, c'est U de A, et ça vaut
Donc 2 cos θ au carré moins 1. Ok? Donc ça vaut quoi? Moins 2, pardon. Et donc là, je peux factoriser par 2, trouver 2 cos θ carré moins 1. Et là, je reconnais tout de suite une formule trigonométrique que je connais très bien, qui est tout simplement 2 fois cos de θ. Ok? Voilà, je ne vais pas le réécrire. Cos θ carré, c'est 1 moins cos de θ sur 2. Et donc les deux se simplifient, ça fait 1 moins cos de θ, 1 plus, pardon, cos de θ, moins 1, ce qui fait cos de θ. Ok? Et donc, j'ai bien cette relation-là. Si je faisais U2, U3, U4, on verrait qu'en fait, ça incrémenterait le 2. Et donc, c'est l'hypothèse que je vais faire. Hypothèse. Pour tout n dans grand N, un égale 2 cos 2 puissance n θ. Et donc là, en fait, on voit pourquoi on a fait tout ça, parce que si on arrive à écrire ça, ça suffit à dire que la suite est bornée. Donc, on doit faire cette démonstration par récurrence. En fait, elle est assez simple. L'initialisation, pardon, on vient de la faire, donc on passe tout de suite à l'hérédité. Donc, hérédité, tac, tac, tac. On va dire qu'est-ce qu'on doit démontrer? C'est que un égale 2 cos de 2 puissance n θ. Donc, et maintenant, on regarde ce qui se passe sur un plus 1. Un plus 1, c'est directement, c'est 2 fois 2 cos... pardon, non, pas encore. 2 puissance n θ au carré moins 2. Et donc ça, je peux factoriser par 2. Ça me redonne la même chose que tout à l'heure. Cos carré, 2 puissance n θ moins 1. Et là, je reconnais, comme tout à l'heure, en fait, hein, la même chose. Donc du cos 2 puissance fois 2 puissance n θ. Et donc ça, c'est 2 fois cosinus de 2 puissance n plus 1 θ. Donc, on a bien démontré. On a tout n dans grand N, un qui est égal à 2 cos 2 puissance n θ. Ok? Facile. Maintenant qu'on a fait ça, ainsi, si A appartient à moins 2, 2, module de un, et plus petit qu'un, il existe M, voilà, hein, dans R, tel que module de UM est plus petit que grand M. Okay, autrement dit, UN est borné. Donc on a déjà répondu à une partie à la question. Maintenant la question c'est, est-ce qu'il en existe d'autres? Okay, est-ce qu'il existe d'autres A tels que l'ensemble de Julia à l'indice 2 soit borné? Et bien c'est ce qu'on va faire. Donc, si A est toujours positif mais plus grand que 2, alors à ce moment-là, le cosinus, pardon, si A est positif mais plus grand que 2, le cosinus n'est pas défini. Par contre, ce qui est défini, c'est éventuellement le cosinus hyperbolique, hein, puisqu'il est défini sur R, et il est même surjectif de 1 vers, entre 1 et plus l'infini. Okay, donc je réécris ça. Il existe θ dans R étoile, tel que A égale 2 cosinus hyperbolique de θ, et je rappelle l'expression du cosinus hyperbolique, c'est exponentielle de iθ, pardon, non, surtout pas de i, c'est l'intérêt, plus exponentielle moins θ sur 2 fois 2. Voilà, ok? Donc ça, on sait que le cosinus hyperbolique, il est surjectif. Alors, surjectif de R étoile vers 1 plus l'infini, notamment. Et on peut montrer facilement que pour tout n, c'est la même démonstration que tout à l'heure, un égale 2 cosinus hyperbolique de 2 puissance n fois θ. Ok? Donc si j'ai ça, avec θ, hein, je l'ai dit, θ différent de 0, c'est ce que j'ai écrit ici. Ok? Donc, comme le cosinus hyperbolique c'est exponentielle θ, un tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Parce que 2 puissance n θ, ça tend vers plus l'infini, et donc ça veut dire que mon cosinus hyperbolique il tend vers plus l'infini. Ça, c'est une propriété sur le cosinus hyperbolique. Voilà. Maintenant, si A, en fait j'aurais pu raisonner directement sur le module de A, hein. Si A est plus petit que moins 2, donc en fait le raisonnement va être exactement le même, hein. Cosinus hyperbolique il est surjectif entre moins l'infini et moins 1, donc je peux trouver un θ qui est tel que A égale 2 cosinus hyperbolique de θ, et pareil, je vais obtenir pour tout n appartenant à grand N, bon la démonstration c'est la même, hein. Un égale 2 cosinus hyperbolique de 2 puissance n θ, et donc pour les mêmes raisons, en fait, quand n, ça tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini.
Et donc ça veut dire que, conclusion, donc conclusion totale, si A appartient à R, J2 est défini pour tout A dans le segment moins de 2. Ok. Et donc là, on a répondu à la question quand on a un A qui est réel. Hop. Ok. Mais qu'en est-il quand A est complexe maintenant? Et là, on aura fini l'exercice. Si A appartient à C, d'accord? Dans ce cas, il faut faire comme tout à l'heure, on va essayer de définir un cosinus sur le corps des complexes. Bon, alors comment on fait ça? On peut tout simplement réfléchir à prolonger cosinus à C. Ok. Donc, c'est-à-dire, pour tout z dans C, cosinus de z égale l'exponentielle de iz plus exponentielle de moins iz sur 2. Sauf que, jusqu'à présent, on a toujours utilisé la propriété de surjection pour pouvoir utiliser nos arguments. Et donc là, évidemment, ça va pas changer, on va faire la même chose. Par contre, moi, je ne sais pas si le cosinus il est surjectif sur z, donc il faut le démontrer. Voilà. Et donc, pour le faire, posons u égale à exponentielle de iz, donc différent de 0, nécessairement, de sorte que cosinus de z, qu'on va appeler z', donc je disais z' égale à u plus 1 sur u sur 2. J'ai le droit d'écrire. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que pour tout z de C, il existe z'? Pardon, c'est plutôt pour tout z', il existe z appartenant à C. Donc c'est ça qu'on veut faire. Ok? Alors, pour ça, on a donc écrit ce truc-là. Et ceci, c'est équivalent à écrire que u carré moins 2z' fois u plus 1 égale 0. J'ai juste développé la fraction et j'ai tout écrit d'un côté, et je me retrouve avec un polynôme, en fait, en u, complexe. Et là, je peux dire quelque chose d'intéressant. Parce que, d'après d'Alembert-Gauss, il existe ce polynôme a au moins une racine complexe. Ok? Et donc ça, je vais l'appeler ça un polynôme en U. P de U a une racine complexe. Ok? Très bien. Donc, ce que je vois, c'est que je sais qu'il existe U dans C tel que ce terme-là, tel que P de U égale 0. Et donc, je vois que si je prends U égale à 0, je vois que 0 n'est pas racine de P. Donc, U est différent de 0. Voilà. Ce qui veut dire que, si je résume tout, c'est que si je définis le cosinus sur le corps des complexes, je peux l'écrire, écrire z', puisque U est différent de 0. Et donc voilà, j'ai fini. Alors non, pardon, c'est pas tout à fait fini. Donc, z' égale U plus 1 sur U sur 2. Existe, voilà, parce que U est différent de 0. Voilà. Et pour tout U appartenant à l'exponentielle de IZ, voilà, c'est ça. Pour tout U appartenant à l'exponentielle de IZ, Z' existe. Ok? Et la question maintenant, c'est est-ce que je peux prendre n'importe quel U? Et la réponse est oui. Parce que l'exponentielle est surjective sur R, de R dans R. Pardon, de R dans R+, évidemment. Voilà. Or, la fonction exponentielle est surjective. Pardon, dans R, qu'est-ce que je voulais dire? Elle est surjective dans C. Donc, on peut choisir... si on choisit Z appartenant à C, il existe U appartenant à C, tel que U égale exponentielle de IZ, et donc Z' appartient à C,
tel que z' égale u plus 1 sur u sur 2. Donc, cos est surjectif sur z, sur c. Ok? Et donc voilà, tout ça c'était pour pouvoir dire que le cosinus était surjectif. Et maintenant, on va pouvoir appliquer la même méthode que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Comme avant, on peut vérifier que... Alors, on vérifie que... Parce que tout ça partait du principe qu'on était capable d'écrire 2 cos carré z moins 1, ça fait... Donc on a bien toujours cette propriété-là sur le quand z appartient à C, et c'est très intéressant. On va pouvoir utiliser ce qu'on a déjà fait à présent dans le cas des réels. C'est parti. Donc, soit A appartenant à C, il existe B, parce que le cosinus est surjectif, tel que A égale 2 cosinus de B. U1, c'est égal à U de A, pardon. Et ça veut dire que c'est égal à 2 cosinus de 2B. On refait pas tous les calculs. Et donc, pareil, pour la même raison qu'avant, pour tout n dans grand N, UN égale à 2 fois cosinus de puissance n fois B. Donc, voilà. Maintenant, on remarque un truc, c'est que si je prends B appartenant à R, alors UN appartient à R, donc A appartient à R, puisque j'ai dit que c'était U0, A. Et donc, ça c'est absurde, parce que je suis parti du principe que A appartenait à C. D'accord? Donc ça veut dire que B est dans C. Donc ça veut dire qu'il existe B1, B2, tel que B égale B1 plus IB2, B1, B2 dans R. 2. Ok? D'où UN égale à 2 cosinus de 2 puissance n fois B, donc B1 plus IB2. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à l'exponentielle de 2 puissance n fois moins B2. Donc là, je détaille pas les calculs, hein, c'est juste quand je multiplie les i avec ce qui va bien, ça fait du moins 1, enfin bref. Moins 2 puissance n, B2, moins IB1. Ok, donc ça, c'est quelque chose que je vais encadrer. Tac, 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 tac. Oh, j'aurais voulu que ce soit du rouge. Hop. Hop là. Ça, c'est quelque chose que j'encadre. Et maintenant, je vais faire l'étude, parce que je suis capable d'écrire UN en fonction de n, donc je peux en faire l'étude et voir quand est-ce que c'est borné. Et là, en fait, pas besoin d'être très malin. On voit tout de suite qu'en fait, ça ne le sera jamais. Donc, j'ai dit, pour tout n dans grand N, UN égale exponentielle de 2 puissance n moins B2 plus IB1 plus exponentielle de 2 puissance n B2 moins IB1. Hop. Et donc, je vais dire que ça, je vais appeler Vn égale exponentielle 2 puissance n moins B2 plus IB1. Wn égale exponentielle de 2 puissance 2 puissance n, oui. 2 puissance n, B2 moins IB1. Ok. Module de Vn, c'est égal à exponentielle de moins 2 puissance n B2. Module de Wn, c'est égal à exponentielle de 2 puissance n B2. Je vois très tout de suite que si B2 est positif, donc Wn tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et donc, UN, module de UN tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Si B2 est plus petit que 0, donc cette fois c'est module de Vn qui tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et donc, UN, module de UN qui tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Autrement dit, tout B appartenant à C,
module de un tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire quoi si on résume? Si A n'appartient pas à R, alors, donc module de un tend vers plus l'infini, autrement dit un n'est pas borné, et donc, pour conclure, J2 est défini pour module de A plus petit que 2. Voilà. Et donc ça, ce truc-là, c'est ce qui nous a permis de faire l'étude, en fait, de la définition de l'ensemble de Julia d'ordre 2. Donc c'est tout pour cet exercice, j'espère qu'il vous a plu, j'espère ne pas avoir été trop rapide, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous dans les commentaires, et je vous dis à la semaine prochaine.